Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Nous allons attendre 4 minutes pour laisser le temps aux autres d'arriver. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir au webinaire « Le maintien dans l'emploi dans la fonction publique, de la théorie à la pratique ». Cette information est ciblée à votre attention. Aujourd'hui, nous avons 68 personnes inscrites, un large panel de professionnels de la fonction publique. Conseillère en évolution professionnelle, responsable des services de santé au travail, infirmière en santé, secrétaire de mairie, DRH, chef de service de la GPEC, assistante sociale, psychologue du travail, adjoint administratif, représentant du département, représentant du personnel, etc. Qui sommes-nous? Ce webinaire, il est co-animé par les partenaires de terrain du maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres que vous visualiserez plus tard. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, qu'est-ce que la SEPH? C'est un événement annuel qui a pour objectif de sensibiliser un large public aux questions de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. La première édition a débuté en 1996. La thématique de cette année est le plein emploi, avec l'objectif de participer à l'ambition d'un emploi pour tous. C'est également un temps fort durant lequel les partenaires de l'emploi et du handicap investissent du temps
comme les partenaires du maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres, en dehors de leurs activités structurelles et organisent des événements et des actions sur les départements comme le webinaire d'aujourd'hui. Les institutionnels, de leur côté, se mobilisent également. Nous avons la Directe, la GFIP, le FIP en ce qui vous concerne, l'ARS, Pôle emploi, en coopération avec des acteurs associatifs, d'associations de bénéficiaires de personnes, des acteurs économiques et des employeurs comme vous, des territoires. Les institutionnels financent également des actions de la SEPH. Cette année, nous avons recensé 200 actions. Vous voyez ici quelques exemples de l'édition 2021, c'est-à-dire que sur le secteur Nord, ce qui concerne l'Ex-Poitou-Charentes, 49 actions ont été développées en 2021. Quelques petits exemples juste pour que vous voyez un petit peu l'illustration de ce qui se fait en dehors du maintien dans l'emploi aussi. Il y a eu la cérémonie de remise du label Handi Oui à l'attention des employeurs Handi engagés, organisée par le Cap Emploi 16. Un escape game, voyage au fond des océans. Imaginez un monde où tous vos repères sont bouleversés, organisé par le Cap Emploi 17. La présentation du dispositif Sans chance, sans emploi, organisée par une mission locale, celle du Centre Sud Vienne. Également, une action intitulée Le handicap, parlons-en, co-portée par la mission locale, le Pôle emploi et Cap Emploi du 17, sur une journée d'équi-coaching à l'attention des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, juste pour travailler sur la confiance en soi et pouvoir se présenter, par exemple, lors d'un job dating. Il y a eu également le financement d'une action de la MSA sur l'édition de capsules vidéo intitulées Encore possible, des séries humoristiques et informatives sur le maintien dans l'emploi et le risque de désinsertion professionnelle. Et les rencontres du maintien dans l'emploi organisées par les acteurs du maintien présents aujourd'hui sur santé au travail, tous concernés, avec la cible, une cible employeur et salarié l'année dernière. Pour cette année, l'idée, c'était vraiment de cibler et de vous guider, vous, professionnels de la fonction publique, pour conduire au mieux une situation de maintien dans l'emploi d'un agent confronté à des difficultés de santé et ou à une situation de handicap. C'est-à-dire quel processus engager, quels interlocuteurs solliciter. Les interlocuteurs sont présents aujourd'hui. Vous allez pouvoir déjà les voir de visu et également retenir leurs coordonnées directes. Quel dispositif mobiliser? Les aides financières aussi à activer. De nombreuses informations concrètes qui vont vous permettre de préserver les compétences, l'employabilité et la santé des agents. C'est un webinaire qui est co-animé par les structures suivantes. Le Cap Emploi 79, le service maintien du Cap Emploi 79, le centre de gestion, la communauté d'agglomération du Niortais, la ville de Niort, le centre hospitalier de Niort. Et le FIP sera représenté, Madame Noumé-Brun représentera le FIP aujourd'hui, car Florence Guéry est souffrante et ne pourra pas participer à ce webinaire. Tout à l'heure, là, je vous ai présenté simplement les structures. Lors de leur présentation respective, chacun se présentera de façon beaucoup plus exhaustive. Alors, quel est le déroulé de ce webinaire? Les étapes clés du maintien en emploi. Prévention, aménagement, reclassement statutaire. Le conseil en évolution professionnelle. Il y aura une illustration d'une méthodologie d'accompagnement au changement d'affectation pour raison de santé au sein d'une collectivité. Une présentation sur la période de préparation au reclassement, un retour d'expérience d'un agent sur la PPR et une visualisation assez rapide des aides du FIP qui notamment seront illustrées par les exemples tout au long du webinaire. Des temps d'échange vont venir ponctuer les présentations à partir de questions que vous allez pouvoir poser directement sur l'onglet « Questions ». Petite précision, c'est que pour respecter le temps, certaines questions ne pourront pas être traitées.
directement aujourd'hui. En revanche, nous allons toutes les recenser pour y apporter une réponse sur un document de foire aux questions que l'on vous adressera ultérieurement par mail avec le PowerPoint y compris. Ce webinaire, il est co-animé aussi avec l'appui du PRITH Nouvelle-Aquitaine que je représente aujourd'hui, Hélène Rationero, en qualité de chargée d'appui et de développement de la mission de coordination du PRI. Alors, un petit détour sur qu'est-ce que le PRI. C'est un plan régional d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés qui est inscrit dans le Code du travail. C'est un espace de concertation régionale du service public de l'emploi, c'est-à-dire mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, et de ses partenaires tels que la MDPH, les établissements médico-sociaux, les régimes de santé, etc. L'objectif est bien de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail, d'abord, pour sécuriser leur parcours professionnel. C'est un outil de politique de l'emploi et de la formation du droit commun et du droit spécifique. Il y a un programme d'animation régionale qui est arrêté par un comité opérationnel. Un petit détour sur les institutions qui représentent ce PRITH. Nous avons la DRETS, le rectorat, l'ARS, la région Nouvelle-Aquitaine, la GFIP, le FIP, Pôle emploi, les têtes de réseau des Cap emploi, donc KEOPS, ARML pour les missions locales, CARSAT Aquitaine et Centre-Ouest, l'ARC-MSA et les représentants des MDPH. Et nos travaux s'articulent autour du plan régional de formation pour les personnes handicapées sur le volet de la formation et avec le PRS sur le volet du maintien dans l'emploi. Quelques petits exemples concrets de notre action du PRITH sur les territoires. Nous avons aidé les opérateurs et les partenaires suite à l'ouverture de la prescription de l'emploi accompagné au service public de l'emploi. Nous avons également fait une action pour la prise en compte du handicap dans le plan de relance Un jeune, une solution. Nous venons en soutien aux entreprises adaptées sur leurs problématiques de recrutement. Et nous faisons aussi des webinaires de promotion de l'alternance et de l'intérim. Et concernant la thématique d'aujourd'hui et le maintien dans l'emploi, nous travaillons sur la coordination départementale des acteurs du maintien dans l'emploi, le déploiement des pratiques de prévention de la désinsertion professionnelle et la promotion de la formation comme levier du reclassement professionnel. Je passe maintenant la parole à Christelle Noumébrun. Bonjour à tous, donc Christelle Noumébrun, chargée de mission Cap emploi au service donc maintien dans l'emploi. Je vais vous présenter en quelques mots le réseau maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres. Effectivement, quand on parle du réseau maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres, c'est en fait le regroupement de différents partenaires. Comme vous pouvez voir, vous avez, on va dire, un large échantillon sur la diapo. C'est plusieurs partenaires qui se réunissent autour de la thématique du maintien dans l'emploi. Ce réseau de partenaires, il existe depuis une vingtaine d'années. Le point de départ de ce réseau, ça a été un questionnement autour de la santé au travail. Comment accompagner les personnes qui se retrouvent confrontées à des difficultés de santé et qui ne peuvent plus continuer leur travail de la même manière. Donc, la réflexion a été menée initialement dans le secteur privé par rapport aux salariés du secteur privé, où les médecins du travail s'interrogeaient sur comment accompagner ceux qui vont être mis inaptes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut agir avant l'inaptitude? Et autour de ces réflexions-là, plusieurs partenaires se sont réunis il y a 20 ans et se sont dit il y a un travail à faire sur le champ du maintien pour essayer de répondre à l'accompagnement de ces situations-là. Donc ce réseau, au fur et à mesure des années, s'est étoffé, est relativement large aujourd'hui et comprend l'ensemble des régimes, l'ensemble beaucoup de structures, pardon. Donc on peut voir qu'on couvre à la fois le régime du privé, le régime de la fonction publique, les différents régimes d'assurance maladie et différentes structures qui participent à ce réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Deux-Sèvres, ce réseau est particulièrement actif
actif, donc du fait de l'historique, comme j'ai dit, depuis près de 20 ans. Ça s'étoffe avec le temps. On mène de manière collaborative de nombreuses actions aussi sur le terrain, comme celles qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de l'ASEF, de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. On mène donc de nombreuses actions de façon à informer, sensibiliser, guider, que ce soit les employeurs, privés ou publics, ou que ce soit aussi les travailleurs, quel que soit leur statut. La façon dont vit ce réseau, au-delà des actions telles qu'on les mène aujourd'hui, elles se font, ce travail se fait aussi au cours de rencontres entre partenaires qu'on fait à raison de 3 à 4 rencontres par an, qu'on appelle la cellule maintien dans l'emploi, où se retrouvent donc les partenaires qui sont présentés sur la slide devant vous. Et l'objectif de ces rencontres, c'est déjà de mutualiser les pratiques. Selon effectivement les structures dans lesquelles on travaille, on développe des pratiques et l'idée c'est de pouvoir les mettre en commun et de voir de quelle manière on peut avancer sur certaines thématiques ensemble. L'idée c'est aussi donc de réunir tous les régimes de santé de façon et l'ensemble des partenaires de façon à prévenir la désinsertion professionnelle qu'on peut retrouver peu importe la structure dans laquelle on se trouve. Donc on est vraiment sur un travail de fond par rapport à ces questions-là. L'idée aussi, c'est de s'informer sur les actualités et les évolutions réglementaires, donc les actualités de chaque structure, puisqu'il peut y avoir des évolutions, les évolutions réglementaires auxquelles on peut tous être confrontés en fonction des réformes qui peuvent arriver. Donc, au cours de ces réunions, nous échangeons et nous nous formons, nous nous informons et nous nous formons sur toutes ces actualités afin d'être le plus à jour possible, si je puis dire, pour continuer donc à travailler sur la thématique du maintien. Et la thématique du maintien au sens large, mais on aborde aussi des thématiques spécifiques qui peuvent être problématiques. Donc là, il est cité les travailleurs indépendants, mais ça peut en être d'autres. C'est-à-dire qu'entre partenaires, on échange sur les thématiques qui peuvent ressortir pour une des structures ou plusieurs d'entre elles, et on essaye de voir de quelle manière on peut avancer sur ces sujets-là. Au moment de ces cellules, on en profite aussi pour étudier les cas complexes qu'on peut être amené à rencontrer tout à chacun. Parfois, quand on est dans sa structure, qu'on est confronté à un accompagnement ou une situation, on peut être mis un petit peu en difficulté ou se questionner. Donc, au cours de ces cellules, le fait qu'il y ait la présence de plusieurs partenaires, ça permet d'avoir un regard croisé sur la situation et de pouvoir avoir un autre regard, une autre analyse de la situation et de pouvoir avancer. Et aussi de voir de quelle manière les partenaires peuvent intervenir. On peut citer par exemple la MDPH quand on est sur le champ du handicap et qu'on s'interroge dans l'accompagnement d'un travailleur, d'un agent, avec la notion d'un dossier, par exemple à la MDPH en cours, et on se questionne sur le déroulement du dossier, sur la prise en compte de ses besoins. Le fait par exemple que la MDPH participe à ces cellules, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin et parfois d'avoir des réponses plus rapides qu'on pouvait le souhaiter. Et puis, c'est aussi le moment, au cours de ces réunions, d'échanger sur les difficultés qu'on peut être amené à rencontrer et tenter d'apporter des réponses. Alors, institutionnelles, législatives, oui, ça va jusque-là. Pourquoi ? Parce que parfois, on se rend compte entre partenaires que les dispositifs existants, les mesures existantes qui sont là pour accompagner les situations de maintien en emploi, de maintien dans l'emploi, mais parfois, on se rend compte qu'il peut y avoir des manques ou qu'il faudrait modifier des choses. Et grâce à ces cellules qui existent depuis longtemps, on a réussi à faire bouger certaines mesures financières, que ce soit de la part de l'AGFIP du côté du secteur privé, mais aussi de faire évoluer certaines aides du côté du FIP. Donc, c'est aussi un moment où on peut échanger sur les problématiques de terrain et pouvoir les faire remonter aux structures institutionnelles et parfois donc faire un peu bouger les lignes, si je peux me permettre de m'expliquer ainsi. Voilà un petit peu qu'est-ce que le réseau du maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres, et l'action qu'on mène aujourd'hui est le fruit de ce travail de réseau également. Aujourd'hui, donc, ce qui nous concerne principalement, c'est la notion de maintien dans l'emploi. Pour simplement redonner quelques grandes lignées, mais que vous connaissez déjà, dans ce que je vais dire et ce que vous allez lire, il ne va pas y avoir de surprise, mais ça permet de recontextualiser les choses. Quand on parle de maintien en emploi, on fait référence à toute situation où il y a l'apparition d'un handicap ou l'aggravation d'un handicap. C'est chez un agent de la fonction publique, chez un travailleur tout simplement, et qui a une incidence sur son activité professionnelle.
professionnel. Ce qu'on sait, c'est que tout à chacun, une personne sur deux pourrait être confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie. Et quand on parle de situation de handicap, on y trouve soit effectivement la notion de partiel, de total, de provisoire, de permanente, en tous les cas avec une incidence dans la vie et notamment dans la vie professionnelle. Pourquoi un Français sur deux? Eh bien parce qu'il y a différentes pathologies, différentes affections qui peuvent être de longue durée, le vieillissement de la population, l'allongement de la période d'activité. Avec les actualités, on voit qu'on est en plein dedans quand on parle sur le volet des retraites. Donc toutes ces raisons-là sont des facteurs qui peuvent contribuer au fait de l'apparition possible de difficultés de santé avec des incidences dans la vie personnelle et professionnelle. Donc, l'idée du processus maintien a toute son importance parce qu'on part de la prévention jusqu'à la recherche de solutions, jusqu'à la compensation. L'idée étant de préserver l'état de santé et l'activité professionnelle. Il faut vraiment démarrer sur la notion de prévention, c'est très important. Et il y a tout un processus qui permet d'agir toujours par anticipation avant d'être sur une logique tout de suite de compensation. Plus on agit tôt, mieux c'est. Et donc, ce qui va vous être représenté aujourd'hui va vous permettre de pouvoir éclairer un petit peu cette évolution-là déjà de la prévention jusqu'à la notion qu'est-ce que le maintien au sens large. Et je vais pouvoir laisser maintenant la parole à Olivier Sago et Lidvine Chéniaud qui vont détailler un petit peu plus ce processus. Merci. Oui, bonjour, donc Olivier Sago, responsable de la mission Prévention, Santé, Sécurité. Je suis avec Lidvine Chéniaud qui se présentera. Donc là, effectivement, on va parler de manière un petit peu plus technique sur ce sujet du maintien en emploi. Juste pour compléter peut-être un peu le propos par rapport aux enjeux et au contexte qu'on connaît là dans la fonction publique territoriale, je reprenais juste quelques chiffres. Le profil type en fait d'un agent dans la fonction publique, c'est un agent de catégorie C. 77% des agents sont de catégorie C, qui travaillent dans une commune à hauteur de 54% des effectifs et qui va relever très majoritairement de la filière technique, puisqu'on a 47% des agents qui relèvent de cette filière. Donc on est quand même avant tout sur des métiers, des métiers d'opérateurs, des métiers de terrain, pour lesquels une usure professionnelle peut se dégager de par les activités techniques. Ça reste vrai. Alors même s'il y a eu beaucoup de progrès, enfin je l'espère en tous les cas de fait, en matière de santé et de sécurité au travail, nous sommes encore sur des métiers, majoritairement pour les agents, qui restent des métiers techniques à risque d'usure professionnelle, physique notamment, pas que, mais physique quand même assez fortement marquée. La moyenne d'âge, elle est supérieure à 47 ans dans la fonction publique, et une des difficultés, enfin en tout cas un des enjeux qu'on peut constater, c'est que l'usure professionnelle, elle survient, nous on le voit beaucoup dans nos métiers au niveau de la CAN, mais je sais que c'est vrai ailleurs aussi, survient sur la tranche 45 ans, 50 ans. Il y a une époque où la moyenne d'âge de départ à la retraite, je parle d'une époque qui n'est pas si lointaine que ça, il y a 10 ans, la moyenne d'âge de départ à la retraite était 58 ans. Aujourd'hui, on est sur une moyenne d'âge de départ à la retraite qui va sur les 62 ans. Et ça va, vous le savez, sans doute encore augmenter. Donc, on a des enjeux là, de maintien en emploi qui ne sont pas seulement sur 4 ou 5 ans sur la fin de carrière, mais qui peuvent être très fortement présent pour les 10 voire 15 ans de carrière qui restent à l'agent de la fonction publique à accomplir pour aller sur la retraite. Donc, on a à la fois une durée qui s'allonge là et un nombre important d'agents, ça reste vrai, et ce malgré les efforts de prévention. Voilà, c'est juste pour reparler un petit peu de cet enjeu qui est un enjeu majeur, je pense, au niveau des ressources humaines, qui l'est déjà et qui le sera de plus en plus. Alors, pour répondre, oui, je ne sais pas comment avancer dans le diaporama, si ça y est, ça doit être ça, voilà. Pour répondre à ces enjeux, nous avons repris un petit peu une dynamique c'est un schéma là qui permet de voir comment les choses peuvent se mettre en place, à savoir que l'idée, bien sûr, c'est de ne pas aller sur toutes les situations au bout de la flèche, puisque la retraite pour invalidité ou le licenciement pour inaptitude, c'est ce qui relève d'un échec
l'échec du maintien en emploi. Hein. Donc, vous avez compris que là, on n'est pas sur des étapes chronologiques, mais elles sont chronologiques dans le sens où parfois, on est obligé de passer à l'étape suivante parce que l'étape précédente n'a pas pu malheureusement aboutir ou être maintenue dans le temps du fait de l'état de santé de l'agent. Plus on avance sur ces étapes, plus le temps que ça prend, hein, notamment en termes de suivi, d'accompagnement, pour la personne elle-même, bien sûr, hein, voilà, va être conséquent. C'est-à-dire qu'on va être sur des choses de plus en plus lourdes et pour lequel, bien sûr, il va y avoir un impact financier pour la collectivité territoriale. Hein. Donc, on est sur une échelle temps investissement par rapport à ces différentes étapes possibles du maintien en emploi. Alors, le meilleur moyen de faire du maintien en emploi, c'est de ne pas avoir à en faire. Et là, pour le coup, c'est le premier point que vous avez là en bas à gauche de cette flèche, à savoir tout ce qui va relever des actions de prévention pour améliorer les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des agents. Donc, vraiment prévenir au mieux les risques d'accidents, de maladies professionnelles, mais aussi d'usure professionnelle d'une manière générale. Et dans ce volet-là, nous y avons inclus tout ce qui va être mis en place pour favoriser la mobilité volontaire et choisie, pour éviter d'être sur la mobilité contrainte, ou autrement dit la mobilité pour raison médicale, hein, que ce soit le changement d'affectation ou le reclassement dont vous parlera tout à l'heure Lidvine. Sur ce point-là, favoriser la mobilité volontaire et choisie, pourquoi? D'abord parce qu'une personne qui, à un moment donné, même sans aucune problématique de santé, va commencer à avoir fait le tour un peu de son poste, va peut-être se sentir un peu moins motivé, etc. et tout, si on ne s'occupe pas de ces transitions professionnelles au long de la carrière, avec voilà, des possibilités de mobilité, parfois avec la découverte de métiers en amont, etc., de favoriser éventuellement la mobilité interne ou intercollectivité dans un bassin, par exemple, comme pourrait être le territoire de la Cannes. Si on ne favorise pas, si on n'analyse pas ces situations, le risque, c'est que les personnes voilà, se sentent bloquées dans leur poste. Et au bout d'un moment, il y a une usure qui peut s'installer, une sensation parfois d'échec, hein, parce qu'elle a postulé 2 fois, 3 fois, voilà, 4 fois sur des mobilités internes, par exemple, et ça ne fonctionne pas. Et là, pour le coup, à un moment donné, la personne peut se sentir démobilisée, découragée, et là, ça peut entraîner donc une démotivation importante et une usure professionnelle prématurée. Hein, donc, vraiment, ces éléments-là, à la fois la prévention santé-sécurité, bien sûr, à travers l'évaluation des risques professionnels, etc., tous les outils de la prévention, mais aussi donc ceux de la mobilité sont essentiels. Et puis, il y a un moment où, voilà, et on en a régulièrement, des situations de santé, alors vues bien sûr par la médecine préventive, où le médecin du travail va identifier des restrictions d'aptitude par rapport aux activités de la personne, et là donc vont se poser des questions autour de l'aménagement des conditions d'exercice de l'agent pour pouvoir le maintenir sur son poste. Ça, c'est une priorité, je veux dire, vraiment essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie, par tous les moyens, techniques, humains, organisationnels, de maintenir l'agent avant tout sur son poste. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Mais avant ça, juste un outil que nous expérimentons de plus en plus avec la médecine du travail, qui doit justement faciliter ce maintien en emploi. Alors, ceux qui connaissent le document unique d'évaluation des risques reconnaîtront vraiment l'empreinte du conseiller en prévention. Pour autant, là, c'est vraiment un outil qui fait le lien avec la médecine du travail et avec l'encadrement, pour lequel nous demandons aux encadrants d'être partie prenante sur l'aménagement du poste de travail de l'agent qui est encadré ou des agents qui sont encadrés. Cet outil, en fait, est assez simple, mais nous le trouvons efficace. Il permet donc de décrire les activités du poste, phase par phase ou tâche de travail par tâche de travail, la fréquence, le matériel utilisé, les produits, les dangers qui peuvent être générés par ces différentes tâches de travail, bien sûr les protections et moyens de se protéger, éventuellement des consignes, et surtout ce qui va être réalisé, alors soit au moment de la visite, il faut que bien sûr ces tableaux-là soient prêts en amont de la visite médicale, mais au moment de la visite, le médecin du travail va pouvoir se positionner en termes de restrictions de santé
tâche par tâche, et même là, y déposer éventuellement ses préconisations. Par exemple, première tâche, voilà, récupération des équipements. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à cette tâche-là. Vous voyez peut-être pas trop parce que c'est un peu petit là au niveau de l'exemple du tableau. Le médecin du travail va pouvoir dire compatible, compatible avec certaines restrictions, c'est-à-dire que là, voilà, telle tâche ou telle tâche ne va pas pouvoir être réalisée sauf à ce qu'il y ait éventuellement comme préconisation d'aménager de telle manière. Voilà. Donc là, c'est vraiment un travail collaboratif, très concret, hein, puisqu'on est sur le travail réel des agents, où le médecin du travail va pouvoir se positionner. Et ça, quand ça revient avec la fiche de visite médicale vers l'encadrant, il voit de manière explicite et claire ce sur quoi l'agent ne peut plus travailler parce que restriction, ou pour lequel il y a des aménagements à réaliser pour pouvoir le maintenir en emploi. C'est une traduction opérationnelle de fiches de visite qui parfois peuvent être très incomprises et qui vont nécessiter des allers-retours un peu longs entre l'encadrant, la prévention et la médecine du travail. Avec ce type d'outil, on gagne du temps et c'est du coup beaucoup plus opérationnel pour mettre en place dans des délais raisonnables les aménagements de poste. Alors bien sûr, parfois ça peut ne pas suffire. La description de l'activité peut ne pas être suffisante et le médecin du travail va demander une étude de poste en bonne et due forme, où là on va aller beaucoup plus loin encore que ce type de tableau. Voilà, mais je souhaitais vous faire partager tout simplement les outils qui peuvent être utiles dans cette collaboration essentielle entre la médecine du travail, l'encadrement et la prévention. Alors, dans des exemples d'aménagement, bon, là, on est sur deux exemples techniques au niveau des métiers de l'eau, qui est une des compétences de la CAN. Alors, je remercie pour le coup Margot Leb, la conseillère en prévention là, du SEV, qui a partagé, voilà, c'est un outil qu'on est en train qu'on va acquérir avec l'aide du FIPHFP. Donc, on est sur un système d'ouverture de vannes. Alors, il y a des centaines et des centaines de vannes au niveau de l'adduction d'eau potable. Hein, voilà, on est sur des, notamment au niveau de la distribution de l'ensemble des citoyens, enfin des ménages. Donc ça, c'est un geste que font tous les jours des agents du SEV, d'ouvrir des vannes, alors que ce soit sur ce type d'installation ou d'autres. Et pour le coup, c'est un effort qui peut être assez conséquent, avec un geste répétitif, des mouvements contraints, une rotation des bras et du tronc, etc. Et là, on a constaté une usure professionnelle qui est très marquée, et notamment un besoin de maintien en emploi sur une situation individuelle, là où la personne ne peut plus ouvrir les vannes. Enfin, pas en tous les cas de manière manuelle. Donc là, on est sur un équipement qui va voilà, être un appareil qui va fonctionner sur batterie, avec un ensemble de caractéristiques qui permet d'ouvrir quasiment toutes les sortes de vannes, et donc sans effort, simplement avec la gâchette du système. L'autre exemple que je vous donne, c'est un aménagement de poste que nous avons fait, on est en 2018, donc là sur des bennes qui nous permettent donc de transporter des bouts d'un site vers un autre site, avec ce qu'on appelle des grands conteneurs, et on a un système de fermeture qui est normalement manuel sur cet équipement, avec là aussi du geste répétitif de l'effort, etc. Enfin tout ce qui provoque, comme vous le savez, des troubles musculo-squelettiques. Et nous avons équipé donc ce système de fermeture des bennes avec un système automatique qui va être actionné depuis le poste de commande en fait du véhicule. Voilà, donc tout ce qui va permettre là bien sûr de maintenir en emploi. Et vous aurez compris aussi que ces équipements-là peuvent être utilisés par les agents qui du coup ne sont pas en usure professionnelle et qui n'ont pas de problématiques de santé pour prévenir leurs propres risques et notamment de TMS. Alors, les exemples techniques d'aménagement de poste, ils ne se résument pas qu'à la technique. Il y a tout un tas d'autres aménagements des conditions d'exercice qui peuvent être mis en place pour maintenir en activité les agents. On va retrouver, alors là, la liste est absolument pas exhaustive hein, sur cette diapo, tout ce qui va relever par exemple des aménagements horaires. Donc là, on va décaler des horaires d'embauche ou de débauche, etc. On va fractionner différemment la journée pour tenir
compte, par exemple, de facteurs de fatigabilité de la personne. On va avoir le télétravail pour raison médicale, alors qu'on active, nous, vraiment à bien différencier du télétravail institutionnel qui se développe dans les collectivités. Là, le télétravail pour raison médicale, on va l'activer en général dans 2 situations, parfois sur des situations assez simples où tout simplement la personne, voilà, s'est cassé une jambe ou bref, a quelque chose de très temporaire et tout, mais est en parfaite capacité de travail sur, par exemple, des activités administratives. Et on va, voilà. Ou alors, on peut être sur du télétravail pour raison médicale qui va s'installer de manière un peu plus durable, mais toujours borné dans le temps et sur prescription, bien sûr, du médecin du travail, avec parfois des aménagements complémentaires par rapport à ce qu'on voit au niveau du télétravail institutionnel. Donc, par exemple, avec plus d'écrans ou d'autres équipements de ce type. On peut activer des auxiliaires de vie professionnels pour réaliser certaines tâches d'activité. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le catalogue des aides du FIPHFP, on en reparlera un peu après. Il y a aussi une autre type d'aide qui est d'aider aux gestes quotidiens de la vie. Là, je parle vraiment, les auxiliaires de vie professionnels, c'est pour certaines tâches, par rapport au tableau que je vous montrais tout à l'heure, qui ne peuvent pas être réalisées par l'agent. On va avoir une personne extérieure, une tierce personne, embauchée donc par la collectivité, qui va venir effectuer ces tâches-là bien ciblées, sachant pour le coup que le FIPHFP prend en charge une partie de la rémunération de cet auxiliaire de vie professionnelle. On va avoir l'aide au déplacement entre le domicile et le travail. Toutes ces aides-là, ce sont des aides que nous avons activées au niveau de la CAN. Voilà, donc pour ça, je vous les mets pour exemple. On peut avoir du codage en langue parlée complétée, des formations, et puis je n'ai pas là mis toutes les autres situations liées à certaines situations de handicap ou à certains statuts. Je pense notamment à nos apprentis en situation de handicap, où là, ça peut être beaucoup plus large que ça. J'ai référencé pas loin de, je crois qu'il y a 6 aides différentes concernant les apprentis, entre les aides à la rémunération, la prise en charge d'une partie de la rémunération du tuteur sur les temps de tutorat, une prise en charge des coûts de formation, etc., etc. Tout ça, c'est dans le catalogue des aides du FIPHFP. Il y a une intervention plus spécifique qui est prévue à la fin, même si on n'a pas notre collègue du FIP pour en parler beaucoup plus précisément que moi. Et bon, voilà, ça, c'est des éléments à prendre en compte. Alors, tout ça, ça fait partie du panel des aménagements possibles pour maintenir en emploi. Il s'avère que du coup, oui. Il s'avère que du coup, parfois, ça peut ne pas suffire. Et à un moment donné, l'employeur peut du coup et doit répondre au médecin du travail quand il considère que les aménagements nécessaires ne sont pas raisonnables, ne peuvent pas être mis en œuvre, soit sur des aspects financiers ou d'autres coûts. Et là, à ce moment-là, l'employeur doit indiquer qu'il ne peut pas aménager ou qu'il ne peut pas aller plus loin au niveau de l'aménagement. Et donc, de fait, peut se poser la compatibilité de l'état de santé au niveau du poste et entraîner les autres étapes de la flèche qui vont vous être présentées du coup par Lidvine en particulier. Voilà, donc là, on tombe après donc, dans la mobilité pour raison médicale parce que l'aménagement technique ou humain ou organisationnel du poste n'a pas pu être mis en œuvre. Donc, je laisse la parole à Lidvine. On va juste faire une translation du PC. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, avant de poursuivre les étapes du maintien en emploi et plus précisément celui du changement d'affectation pour raison de santé, il me semblait important de présenter la fonction de conseiller en évolution professionnelle et de vous partager des références, plutôt le fondement réglementaire de ce conseil en évolution professionnelle qui est, et donc j'ai pris le soin de vous partager 2 références qui sont communes aux 3 fonctions publiques. Tout d'abord, l'ordonnance donc du 19 janvier 2017 instaure, à l'instar donc des salariés, que les agents publics peuvent bénéficier à leur demande d'un conseil en évolution professionnelle pour les accompagner dans leur projet professionnel. Cette ordonnance a été prise sur les fondements donc de la loi du 8 août 2016 qui est relative donc au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. C'est
c'est la première fois que nous voyons pour les agents publics la notion de conseiller en évolution professionnelle. Je vous partage aussi dernièrement le dernier décret qui est sorti, celui du 22 juillet 2022, qui est également pris en application d'une ordonnance de 2021, qui en fait définit ce décret les modalités qui permettent aux agents des 3 fonctions publiques, titulaires et contractuelles, de bénéficier désormais de nouvelles dispositions en matière de formation, d'accompagnement visant à favoriser leur évolution professionnelle. Il y a toute une partie, on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais il y a toute une partie de ce décret qui précise les aménagements qui concernent spécifiquement donc, les agents qui sont les moins qualifiés, les agents en situation de handicap et ceux qui sont donc forcément exposés aussi à des risques d'usure professionnelle. On parle dans ce décret d'une grande partie du conseil aussi en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle, comme vous pourrez le lire sur le diapo, ça permet notamment donc, aux agents d'exprimer une demande et de clarifier leurs besoins auprès d'un conseiller, d'accéder à une information personnalisée, d'élaborer une stratégie pour construire et définir un projet professionnel, de vérifier que ce projet est réalisable par la mise en place entre autres d'outils ou de conseils pour utiliser certains outils, d'identifier les compétences et les qualifications à avoir pour réussir dans un projet de réorientation, d'évolution, et enfin d'aider à trouver des partenaires et à saisir les opportunités. Voilà, c'est une présentation succincte mais importante du rôle du conseil en évolution professionnelle. Là, je reviens du coup plutôt au sujet actuel, donc qui est donc présentation de l'étape du changement d'affectation pour raison de santé. Donc pour faire le lien et la suite avec ce que disait donc Olivier, on est bien dans un process, dans une étape qui est donc soumise et qui est réglementées et qui vont donc, malheureusement soumises à un avis médical. Je vous partage des références juridiques qui sont également donc communes aux 3 fonctions publiques et aussi un article du Code général de la fonction publique qui précise bien et c'est important que toute la notion de ce qu'on entend derrière le grade distingue de l'emploi. Comme on sait, donc les fonctionnaires sont titulaires d'un grade qui leur confère vocation à occuper l'un des emplois qui leur correspondent. Définition du texte, précisée par les textes du changement d'affectation pour raison de santé, c'est lorsque donc l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d'aménager les conditions de travail. Le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après un avis du médecin du travail ou éventuellement du conseil médical. Donc on est bien dans un process médicalisé. Nous, au sein donc, de Niort Aglo, et donc plus précisément pour mettre en application et concrètement cet accompagnement, on a mis en place 2 dispositifs. En tout cas, je vais vous présenter 2 dispositifs. Tout d'abord, celui de la cellule mobilité maintien en emploi, donc qui est menée, donc ce sont des réunions de travail qui sont donc menées par le conseiller en évolution professionnelle, qui préalablement aura fait le lien avec l'agent en situation sur son parcours, ses projections, voilà, pour connaître la situation individuelle et la présenter dans, bien évidemment, son cadre de discrétion professionnelle, mais de présenter la situation individuelle auprès des encadrants qui peuvent être concernés par la situation, en tout cas en termes de possibilité de changement d'affectation. Lors de cette réunion, l'intérêt, c'est donc de travailler collectivement. On aura aussi bien l'intervention éventuellement de l'infirmière, du conseiller en prévention, mais aussi des encadrants susceptibles d'accueillir l'agent pour au final déterminer un parcours de transition professionnelle adapté aux nécessités de service et au profil de l'agent. Donc ces cellules-là sont un outil qui nous permettent aujourd'hui d'être au plus près, en tout cas, des situations d'accompagnement, aussi bien pour les services que pour l'agent concerné. Ensuite, un autre dispositif qui est propre aussi à Niort Aglo, c'est ce que nous, on a intitulé donc les parcours de transition professionnelle qui sont validés suite donc à la proposition de la cellule mobilité maintien en emploi et surtout validés après avis du médecin du travail. L'objectif en fait de ces parcours de professionnalisation, de transition professionnelle, permet en fait de rassurer aussi bien l'agent et le service d'accueil. Donc on met en place
n'a pas, voilà, entre 3 et 6 mois, un parcours qui permet de mettre l'agent en situation réelle de travail, de lui permettre également donc d'acquérir des compétences professionnelles et de développer son autonomie, et puis aussi et surtout d'évaluer les aptitudes de l'agent, aussi bien par rapport à son état de santé que par rapport à sa capacité à faire avant de procéder au changement d'affectation pour raison de santé. Voilà, donc là, c'était une présentation un peu plus concrète et rapide de l'étape du changement d'affectation, qui est une étape qui n'est pas à négliger dans le process du maintien en emploi et qui répond aussi à l'obligation. Alors, il faut savoir que l'employeur a une obligation, pas de résultat, mais de moyens. Mais en tout cas, cette étape-là est importante dans l'obligation de moyens de l'employeur. Voilà, je laisse la suite à mes collègues du centre de gestion sur la partie reclassement. Donc, bonjour. Le service mobilité et évolution professionnelle du centre de gestion a pour principale mission d'accompagner et conseiller les employeurs publics et leurs agents dans une démarche de mobilité professionnelle et favoriser l'intégration et le maintien des personnes en situation de handicap ou d'inaptitude. C'est pourquoi aujourd'hui, Madame Alirol, qui est présente à mes côtés, qui est responsable du service mobilité et évolution professionnelle, et moi-même, conseillère en mobilité, allons vous présenter la période de préparation au reclassement. Effectivement, en cas d'échec de l'étape précédente qu'a pu vous présenter Madame Chéniaud, notamment lorsque le changement d'affectation n'a pas été concluant, il est possible de mettre en place la fameuse période de préparation au reclassement, dite communément la PPR, et nous allons donc vous présenter aujourd'hui ce dispositif. Donc, par définition, les références juridiques de la PPR sont le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le décret du 5 mars 2019, la circulaire ministérielle du 30 juillet 2019 et le décret du 22 avril 2022. La PPR est un nouveau droit reconnu aux fonctionnaires territoriaux dont l'état de santé physique et ou mental, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, quelle que soit l'origine de l'inaptitude. En tout cas, l'avis d'inaptitude aux fonctions du grade est émis par le conseil médical. La PPR est donc une période transitoire, qui permet de construire un dispositif d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Il vise également à associer le plus en amont possible l'agent dans son projet de reclassement et à le rendre pleinement acteur de sa reconversion professionnelle. C'est un dispositif qui est ouvert aux agents titulaires à temps complet ou à temps non complet, mais l'agent doit être fonctionnaire, c'est-à-dire que les stagiaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé ne peuvent pas avoir accès à ce dispositif. Les objectifs et les obligations de la période de préparation au reclassement. Un des objectifs est de permettre un retour à l'emploi sur un nouveau métier compatible médicalement au sein de la fonction publique. Les 3 versants sont donc ouverts, que ce soit la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière. Ce qui est complètement exclu, ce sont les secteurs privés et associatifs. Un autre objectif est de préparer et, le cas échéant, de qualifier le bénéficiaire à l'exercice de nouvelles fonctions compatibles, bien évidemment, avec son état de santé. Les obligations pour l'employeur est de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour accompagner l'agent dans les démarches en lien avec la PPR. L'employeur a une obligation de moyens. L'obligation pour l'agent est d'être pleinement acteur dans sa démarche et engagé. Il est l'acteur central et principal de son devenir. Le contenu.
Les différentes actions qui peuvent être mises en place en fonction des besoins, tout ça, ça va dépendre des besoins de l'agent. C'est un bilan de compétences, s'il y a la nécessité de définir un nouveau projet, des formations, des périodes d'observation correspondant au temps d'étude, d'analyse, d'appréciation, de sensibilisation et de découverte d'un nouvel environnement professionnel, des périodes d'immersion et ou de mise en situation professionnelle. En tout cas, la prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en formation et en immersion sont prises en charge par l'employeur. Aussi, j'attire votre attention que le FIPHFP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, peut être mobilisé en soutien financier pour la mise en place du bilan de compétences ou des formations pour les agents qui s'inscrivent dans ce dispositif de PPR. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Alirol. Alors, bonjour à tous. Concernant le point de départ de la PPR, donc comme on vous l'a présenté précédemment, il est nécessaire d'avoir un avis d'inaptitude aux fonctions du grade émis par le conseil médical. Et le point de départ est un petit peu différent pour les agents qui sont en position d'activité et pour les agents qui sont en situation de congé pour raison de santé ou maladie. Alors, pour les agents qui sont en activité, la PPR va donc démarrer à réception de l'avis du conseil médical. Il y a donc deux nouveautés depuis mai 2022. La PPR peut aussi démarrer à la date à laquelle le conseil médical a été sollicité. Et elle prendrait fin de plein droit dans l'hypothèse où le conseil médical ne rendrait pas un avis d'inaptitude, mais un avis d'aptitude aux fonctions. Aussi, la date de départ, elle peut être reportée de 2 mois si les deux parties s'accordent, c'est-à-dire l'employeur et l'agent. Et pendant cette période de report, l'agent est placé en position d'activité. Et souvent, cette période, elle peut être mise en place dans l'objectif de préparer justement le contenu de la PPR. Pour les agents en congé pour raison de santé, en CITIS, congé maternité ou congé lié aux charges parentales, la PPR pourrait démarrer qu'à la reprise des fonctions, c'est-à-dire à partir du moment où l'agent ne fournirait plus d'arrêt de travail. On recommande très fortement, avant le démarrage de la PPR, une visite de reprise avec le service de médecine du travail, donc soit le médecin du travail, soit l'infirmière du travail. Quelle est la durée de la PPR? Réglementairement, la PPR a une durée de 12 mois. Toutefois, depuis le dernier décret, donc d'avril 2022, donc applicable depuis le mois de mai, la PPR peut être, la date de fin peut être reportée en cas de congé pour raison de santé, de CETIS, de congé maternité ou de congé liés aux charges parentales. Dans ces cas, la date de fin serait alors reportée de la durée du congé. Prenons un exemple. Un agent souhaite démarrer sa PPR au 1er juillet 2022. 12 mois, ça nous pousse à une date de fin de PPR au 31 août 2023. Durant sa PPR, l'agent fournit un arrêt au titre de la maladie ordinaire, un arrêt, par exemple, du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, soit 2 mois. Et du coup, la PPR serait décalée de 2 mois supplémentaires. La situation de l'agent en PPR. Alors, pendant la période donc, de préparation au reclassement, l'agent va être en position dite d'activité. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Et il va conserver en fait tous les droits qui sont attachés à cette position. Il va avoir des droits à rémunération qui sont clairement définis dans la réglementation, avec un maintien du traitement brut indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT si l'agent y est éligible. Quant au régime indemnitaire, lui, il n'est pas garanti dans la réglementation et donc il peut être soumis à l'appréciation, à la libre appréciation de la collectivité, soit de le verser, soit de ne pas verser le régime indemnitaire. L'agent en PPR va aussi avoir des droits à congés. On l'a vu tout à l'heure avec les congés maladie, des congés annuels, RTT ou parentalité.
Pour la situation des agents à temps non complet pluricommunaux, on va transmettre en fait la convention PPR à l'autre employeur qui pourrait, s'il le souhaite, apporter des modifications sur l'articulation de la PPR et de l'autre emploi. Alors, la fin de la PPR, à l'issue donc des 12 mois de PPR, l'agent peut faire une demande donc de reclassement pour poursuivre ses recherches d'un poste compatible avec son état de santé dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu avoir un poste dans le cadre donc des 12 mois de PPR. La demande de reclassement, elle peut aussi être faite par l'autorité territoriale de l'agent, par le président du CNFPT ou le président du centre de gestion. Et dans ce contexte-là, il y aurait un entretien en fait qui serait réalisé pour présenter à l'agent voire les postes de reclassement qui pourraient être faits par la voie du détachement. On peut noter quand même que l'agent pourrait contester ce reclassement en formulant un recours gracieux auprès donc de la CAP. Pendant ces 3 mois supplémentaires, l'agent reste maintenu en position d'activité et perçoit la rémunération associée. On pourrait donc dire en fait que ces 3 mois supplémentaires pourraient être une sorte d'extension aux 12 mois de PPR. En cas d'échec de reclassement, donc à l'issue de ces 3 mois supplémentaires, il convient en fait de prendre en compte la situation de l'agent et de voir s'il est CNRACL ou IRCANTEC. Pour les agents qui seraient affiliés donc à la CNRACL, l'employeur serait contraint, en cas d'échec du reclassement, d'engager les démarches en lien avec la retraite pour invalidité. Et pour les agents qui sont donc plutôt au niveau de l'IRCANTEC, l'employeur serait dans l'obligation de prononcer le licenciement pour inaptitude physique, à épuisement des droits à congé maladie, si toutefois il y en avait. Voilà, donc on a essayé de vous faire une présentation synthétique de ce dispositif de PPR. On reconnaît que ce n'est pas un dispositif qui est très simple et facile à mettre en œuvre. Toutefois, on va laisser la parole à la ville de Niort qui va pouvoir illustrer et en images un exemple de PPR qui a pu aboutir sur un reclassement professionnel. On vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour, donc Céline Botin, donc responsable de la mission prospective évolution professionnelle à la ville de Niort. Donc à la ville de Niort, en fait, on dispose d'un service qui est dédié à l'accompagnement avec une équipe de conseillères en évolution professionnelle qui accompagne en fait donc soit les agents dans le cadre de la mobilité contrainte subie, soit donc qui va déclencher en fait, enfin qui a débouché pardon sur un changement d'affectation ou la PPR que vient de présenter en fait le CDG, ou des agents en mobilité choisie, ce qu'on appelle aussi volontaires, afin d'anticiper les mobilités contraintes ou de travailler sur un projet de reconversion ou un projet professionnel. Donc aujourd'hui, la ville de Niort accompagne des PPR depuis 2020 à peu près. Donc on a une expérience environ de 9 personnes accompagnées et on a à peu près encore 3 PPR d'ici la fin d'année à accompagner. Donc là, aujourd'hui, on a souhaité vous faire part en fait d'une expérience réussie, d'une PPR réussie, donc au sein de la ville de Niort. Donc on a un témoignage en fait vidéo qui va vous être présenté juste à suivre. Donc avec le regard de la conseillère en évolution professionnelle qui a accompagné l'agent, donc Céline Gabard, de l'agent qui a été reclassé sur un poste vacant au sein de la ville de Niort, donc Madame Marsac Caroline, et de la responsable de service, Nathalie Martin, qui a accueilli l'agent pendant cette période. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de cette petite vidéo. La PPR, c'est la période préparatoire au reclassement. C'est une période d'une durée d'1 an qui est automatiquement proposée à tous les fonctionnaires pour lesquels le conseil médical a émis un avis d'inaptitude aux fonctions de leur grade.
C'est une période de transition professionnelle qui va leur permettre de se former et de construire un nouveau projet professionnel compatible avec leur état de santé. Donc notre travail va aussi consister à être garant des moyens mis en œuvre pour offrir un maximum d'opportunités aux agents. Donc dès qu'un poste vacant, compatible avec la santé de l'agent, va apparaître à la mobilité, on va l'inviter à aller le découvrir, à se questionner et à s'interroger. Par exemple, en ce qui concerne Madame Marsac, nous avons travaillé son projet professionnel d'agent d'accueil des titres d'identité, mais nous avons aussi élargi à des postes comme chargé d'accueil social ou agent de gestion administrative. Notre objectif, c'est vraiment de permettre à la personne de rebondir, que ce soit en interne ou en externe, dans la voie professionnelle qui lui convient le mieux. Alors, je suis Caroline, je suis actuellement en poste à la mairie de Niort depuis le 1er mai au service titre identité. Donc, je suis partie sur une reconversion professionnelle et au mois de janvier 2022, on m'a proposé la PPR, donc le projet professionnel de reclassement. Donc, j'ai dû rencontrer ma conseillère en évolution de carrière. Donc, on a fait des bilans ensemble. Et du coup, elle m'a proposé tout un projet, donc rencontrer les personnes du centre de gestion de Saint-Mexan pour valider ma demande. Et ensuite, on a mis ensemble tout un plan de formation sur l'année 2022 pour que je puisse monter en compétences, apprendre certains métiers que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est très chargé ça a été très chargé au niveau des formations sur l'année 2022. Donc j'ai eu au début beaucoup de stress parce qu'on a 1 an pour se former et pour faire des immersions. Donc au début il y a un peu de stress, mais une fois qu'on est acteur, en fait on doit être tout le temps acteur de cette reconversion. On doit toujours être en action, être curieux et ne pas hésiter à lui demander des renseignements, aller voir d'autres postes, même si les postes ne correspondaient pas ou si on avait peut-être une petite idée. Il faut vraiment aller sur ce poste en immersion parce qu'on peut être très surpris. Donc j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait des immersions et au mois de mai, on m'a proposé une immersion pour confirmer, parce que j'avais fait la formation sur la délivrance des cartes d'identité et passeports. Donc je voulais mettre en pratique ce que j'avais appris en formation et voir comment ça se déroulait dans le service. Donc on a accepté mon immersion au titre d'identité. Donc j'ai été formée par une collègue et ensuite je suis montée petit à petit en compétences et j'ai été tellement bien formée que ça s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé un poste pour le mois de novembre. Alors, moi je peux recommander cette PPR parce que c'est quelque chose de très positif, parce qu'on est libre de faire les formations qu'on souhaite suite à notre projet professionnel. Donc on a la priorité pour les formations, pour se former. Donc moi c'est vrai que je suis partie à Bordeaux, je suis partie à Pau, j'ai beaucoup fait de formations sur Niort, je suis allée à La Rochelle. C'est peut-être beaucoup d'énergie, mais c'est très positif parce que j'ai rencontré énormément de gens. On fait son petit réseau aussi et je suis vraiment montée en compétences. Donc c'est très enrichissant. Bonjour, Nathalie Martin, je suis responsable du service titre d'identité et état civil à la ville de Niort. Alors, les clés de la réussite d'un accompagnement d'un agent en PPR, je dirais qu'il y en a plusieurs. La première, c'est qu'il faut préparer les équipes à cette arrivée. Il faut qu'ils soient d'accord, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut également préparer les missions. On ne peut pas tout donner à un agent PPR, il faut vraiment commencer progressivement. Il faut, je pense aussi, nommer un référent au sein de l'équipe ce qui va permettre de rassurer l'agent, le nouvel agent, et qui va avoir quelqu'un sur qui s'appuyer s'il a des questions qui lui arrivent. Bien sûr, l'ensemble de l'équipe doit pouvoir l'accompagner, mais d'avoir un référent au sein de cette équipe, c'est important.
Il faut aussi préparer des supports pour que l'agent puisse s'y référer, même s'il va prendre ses propres notes, au moins il y aura des supports aussi pour qu'il puisse avancer. Il faut aussi préparer l'environnement de travail. Il faut qu'il ait son propre bureau, il faut qu'il ait son emplacement pour pouvoir se sentir bien. Et puis aussi, il faut bien sûr le jour J prendre du temps. Alors nous, en tant qu'encadrants, pour le rassurer, lui expliquer les choses, et puis ensuite faire une petite réunion où l'accueil se fait collectivement avec le restant de l'équipe. Alors, les différentes difficultés rencontrées. Alors, je dirais que, pour nous, en tant qu'encadrants, la difficulté, c'est qu'il y a énormément d'absences dues aux formations. C'est normal, bien sûr. Mais par contre, quand on accompagne un agent qui revient à l'emploi, ça peut faire beaucoup pour lui, à la fois d'apprendre un nouveau métier, mais aussi de partir en formation. Ça peut le perturber. Voilà, il faut quand même que le collègue soit solide pour pouvoir affronter tout ça. Donc là, on va organiser un temps d'échange par rapport aux questions que vous avez posées sur le chat. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Et peut-être Cindy et Christelle, est-ce qu'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder par rapport aux questions ? Alors, deux questions, je vais les faire dans le sens, on va dire, à l'envers. La dernière question concernait un statut pendant la période de PPR. Donc, on va peut-être plus s'adresser à Émilie Emmanuel du centre de gestion. Une question qui a été posée sur quel est le statut de l'agent qui a refusé la PPR pendant la période de demande de retraite pour invalidité. Alors, dans cette situation, donc de l'agent qui refuse sa PPR, en fait, il reste dans la position qu'il a au moment où l'inaptitude est posée. Donc, par exemple, si c'est un agent qui est en situation de congé de longue maladie, il resterait en congé de longue maladie jusqu'à la radiation des cadres, ou si c'est un agent qui est déjà placé en disponibilité d'office pour raison de santé parce qu'il a épuisé ses droits à congé maladie, il resterait dans cette situation. En revanche, un agent qui a fait sa PPR, ses 3 mois de reclassement, dans l'attente de la retraite pour invalidité, là, il est placé en disponibilité d'office à titre conservatoire, dans l'attente, en fait, de toute la procédure en lien avec la retraite pour invalidité et de la radiation des cadres. Merci, Émilie. Une autre question pour laquelle Olivier Sago a répondu, mais je pense que ça peut être bien qu'on revienne. Question, observation, on va le dire comme ça. Quoi faire si nous n'avons pas de médecin du travail depuis plusieurs années? La délégation a été faite vers un médecin de ville agréé, mais qui ne connaît pas les contraintes des postes hospitaliers et ne peut pas échanger avec l'encadrement des agents. Je veux bien laisser la parole à Olivier dans un premier temps et je me permettrai d'apporter peut-être un complément par rapport à la pratique de nos services Cap Emploi Maintien sur le terrain quand on est confronté à cette situation-là. Oui, du coup, j'ai apporté quelques éléments de réponse dans le chat. Là, en fait, cette situation, malheureusement, elle est connue par beaucoup de collectivités, dans le département comme ailleurs, devant la raréfaction des médecins du travail. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, on a nous-mêmes, au niveau de la CAN, été confrontés à cette situation sur quelques mois, enfin encore assez récemment, avant donc de travailler là avec le docteur Benbrick. Et puis maintenant, voilà, il y a des protocoles en plus qui permettent vraiment aux infirmières en santé au travail d'assurer un certain nombre de fonctions. Mais bon, bref, quand on n'a pas de médecin du travail, effectivement, on n'a pas d'autre choix pour un certain nombre de situations que d'orienter vers le médecin agréé. Donc c'est pas la fonction première, puisque, enfin voilà, je pense que tout le monde le sait, mais il est sur la médecine d'expertise et donc la médecine statutaire pour certaines étapes, et notamment liées au reclassement.
Et là, pour le coup, je pense que l'outil, le petit outil là dont on parlait tout à l'heure, je vous présentais avec le tableau d'analyse d'activité, il est d'autant plus important quand on envoie un agent auprès de ce médecin agréé, parce que de fait, le médecin agréé, il est encore moins informé que ne l'est le médecin du travail, et bien de la nature des postes, des activités, etc., des contraintes, de tout ce qui est à interroger dans le cadre de l'aptitude. Et le fait d'avoir ces informations peut permettre d'avoir une visite auprès du médecin agréé qui va être là pour le coup beaucoup plus précise. En tous les cas, il peut se servir de cette fiche pour appréhender mieux, plus, on va dire, la nature du poste et surtout des contraintes liées aux activités de ce poste. Voilà. Donc, je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est un outil qui peut en tous les cas peut-être aider dans cette situation. Merci Olivier. Alors pour compléter, après pour plus une expérience de terrain, nous les services Cap Emploi, donc nous intervenons pour accompagner donc les agents en difficulté de santé et leurs employeurs pour agir donc sur voilà comment arriver à maintenir les personnes en activité au sein des structures dans lesquelles elles sont, avant de parler de sous ces notions de reclassement comme on a pu le voir. Effectivement, à défaut de médecins du travail, on essaye d'avancer quand même. Et pour les structures dont vous peut-être certains d'entre vous font partie, où il n'y a pas forcément de services en interne qui peuvent travailler sur les aspects qu'a pu présenter Olivier, quoique les encadrants sont en mesure de faire en tous les cas, je pense, une première définition des missions et des tâches. Mais quand nous, on intervient en logique de compensation, on intervient sur les postes de travail, on échange avec les agents concernés et leur encadrement, et on va aller faire donc une étude de poste avec une définition assez claire des missions et des problématiques rencontrées. Et nous, dans notre pratique, à défaut de médecins du travail, on va aller faire le lien avec les médecins agréés de façon à leur apporter aussi des éléments complémentaires pour qu'ils puissent être dans la boucle et qu'on puisse avancer sur la pose de restrictions, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui ne l'est pas dans le cadre d'un aménagement technique ou organisationnel. Donc, dans la pratique, on essaye d'avancer comme ça en étant un peu, alors si je peux me permettre de le dire comme ça, un petit peu les yeux du médecin agréé. Voilà, on essaye de lui apporter le maximum d'informations de façon à avancer sur les situations. Voilà, en tous les cas, dans la pratique. Mais on entend bien qu'on est sur des situations à défaut et qui pourtant perdurent un petit peu dans certaines situations. Nous n'avons pas vu d'autres questions, à part effectivement les problématiques de son. Je fais une petite parenthèse, qui ont été rencontrées par nombre d'entre vous, donc qui ne vont pas m'entendre le dire puisqu'ils ont des problèmes de son. Donc au-delà effectivement de ces problématiques-là, il n'y a pas spécialement d'autres questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous en avez. Et puis sinon, on va pouvoir poursuivre. Alors, deux questions du coup qui arrivent, que je lis en direct. Alors, la PPR est-elle obligatoire pour l'agent ? Alors, pour un agent qui aurait donc un avis d'inaptitude au grade, la PPR est un droit dont il dispose et donc effectivement, l'employeur est tenu d'informer l'agent de ce droit et ne peut pas s'opposer à l'agent qui souhaiterait s'engager dans la période de préparation au reclassement. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, l'agent n'est pas dans l'obligation de l'accepter pour le coup, mais effectivement, c'est bien un droit dont dispose l'agent. Merci. Autre question, est-ce que le document unique de la CAN est disponible ? Il se doit d'être disponible, oui, pour les représentants du personnel et pour les agents. Par contre, on n'a pas encore, comment dire, moi je le fournis à la demande.
Les tableaux, enfin voilà, on est sur des tableaux Excel hein, qui constituent notre document unique d'évaluation des risques professionnels. On a une partie du document unique qui est positionnée aujourd'hui dans notre gestion documentaire, hein, gestion électronique documentaire. Pour autant, on n'a pas encore trouvé de solution et peut-être que les applications là, qui maintenant se développent avec le télétravail, enfin le déploiement notamment d'Office 365 et de Teams en particulier, nous permettra de rendre plus facilement accès aux documents uniques à l'échelle de la collectivité. Après, voilà, il va falloir qu'on en discute avec les représentants du personnel en instance pour savoir si du coup on laisse l'intégralité du DU ou si on le découpe par direction pour que les agents de la direction Y aillent bien voir la partie du document unique qui concerne la direction propre. Voilà. Donc oui, accessible, mais pas encore suffisamment, en tous les cas, pas de manière automatique avec un accès libre dans l'intranet, par exemple. Merci. Alors, une autre question sur deux autres questions concernant la PPR. La première, j'ai envie de me reclasser. Dois-je passer par une PPR ? J'ai envie de me reclasser. C'est que je la vois pas la question. J'ai envie de me reclasser. Dois-je passer par une PPR ? En fait, vous ne pourriez rentrer en PPR que s'il y a un avis d'inaptitude au grade qui est posé par le conseil médical. S'il n'y a pas d'avis d'inaptitude, le fait d'avoir un souhait de mobilité professionnelle pourrait s'envisager, mais pas dans le cadre d'un dispositif de la période de préparation au reclassement. Et là, pour le coup, je vous invite peut-être à vous rapprocher du conseiller en évolution professionnelle de votre collectivité pour peut-être passer un bilan de compétences ou un bilan professionnel et travailler en fait un projet professionnel tel qu'il pourrait être fait dans le cadre d'une PPR, mais sans rentrer dans ce dispositif qui, lui, est borné en fait réglementairement et qui ne peut être proposé qu'en cas d'inaptitude au grade. Merci Émilie. Une autre question, parmi les collectivités qui témoignent, donc Niort-Aglo et Ville de Niort, y a-t-il des exemples réussis de reclassement suite à une PPR au sein d'une autre collectivité que celle d'origine de l'agent ? Alors, moi, je me permets juste, on n'est pas CAD ni Ville de Niort, mais pour le coup, on est centre de gestion et donc on accompagne l'ensemble des collectivités du département qui nous sont affiliées. Et donc, on accompagne les PPR des agents de ces collectivités-là. Et on a des exemples réussis d'agents qui n'ont pas pu être reclassés au sein de leur propre collectivité d'origine, souvent par manque en fait de postes vacants. On a le cas, par exemple, d'une dame qui travaillait au sein d'un CIAS sur un poste d'aide à domicile pour lequel il y a eu une inaptitude et qui aujourd'hui travaille au sein d'une mairie du département en tant qu'adjoint administratif polyvalent. Donc, elle assure des fonctions d'accueil, de comptabilité, d'urbanisme. Voilà, donc on a cet exemple-là. Je vous en donne un second. On a une personne qui était inapte toujours au sein d'un CIAS et qui aujourd'hui a retrouvé un poste en fait au niveau de la région, en fait par l'intermédiaire de la région, et qui travaille en fait sur de la restauration collective au niveau d'un collège. Et à la base, cette personne était aide-soignante. Voilà, pour vous donner deux exemples de PPR qui peuvent aboutir à un reclassement en dehors de sa propre collectivité, et notamment quand les collectivités sont de taille plus petite ou moyenne. Au niveau de la ville de Niort, donc c'est vrai que c'est comme l'indique Emmanuel, en fait, c'est lié aussi à la taille de la collectivité. Hein. On a la chance à la ville de Niort d'être une grosse collectivité, donc forcément on a un peu plus de postes vacants. Donc jusqu'ici, nous, pour le coup, toutes les PPR ont été reclassées, ont eu la chance d'être reclassées en interne. Toutefois, après, on accompagne quand même beaucoup d'agents aussi en mobilité contrainte, donc liés à des changements d'affectation. Et on a certains agents qui ont souhaité en fait s'orienter vers d'autres collectivités ou d'autres fonctions publiques par souhait de projets professionnels autres en fait.
Donc ça peut aussi être le cas dans les PPR, mais pour l'instant, on n'a pas été confronté à cette situation. On a des agents qui sont actuellement en PPR et qui iront peut-être vers d'autres fonctions publiques parce que leur projet s'oriente vers d'autres projets professionnels. Je laisse la parole peut-être à la Cannes, je ne sais pas si en retour d'expérience. Alors, au Nuraglo, je vais sensiblement dire la même chose que Céline. Alors, il faut savoir que la PPR, et comme le disaient très bien les filles du centre de gestion, on est sur l'inaptitude à l'ensemble des emplois de la fonction, enfin du grade plutôt, et donc on est sur des situations qui sont heureusement, voilà, pas la plupart des situations. Ce qu'on accompagne surtout en termes de maintien en emploi à la Cannes, c'est les changements d'affectation pour raison de santé. Voilà, donc ça, c'est la plupart des situations. Pour répondre à la question qui était donc savoir s'il y avait des reclassements de PPR en dehors de notre collectivité, non. À Nuraglo, c'est pas le cas. On a trouvé des solutions au sein de notre collectivité pour l'instant. Alors, c'est un dispositif qui est tout récent. Hein, on est en 2002 et qui date de 2019. Donc, on peut pas, voilà, aujourd'hui, on est sur, c'est tout nouveau. Mais voilà, pour répondre à cette question. Et sinon, après, voilà, je vais reprendre ce que dit Céline, mais on est vraiment dans le conseil en évolution en fonction des situations qu'on accompagne, en fonction des profils. Si les métiers du projet de l'agence sont en dehors de la collectivité, on le dit, et c'est le rôle aussi du conseiller en évolution, d'accompagner vers les collectivités ou établissements ou structures privées qui soient donc adaptés au projet de l'agence. Merci pour ces réponses. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous proposer voilà, de poursuivre. Hop. Donc, je ne suis pas Florence Guéry, directrice territoriale au handicap Nouvelle-Aquitaine. Comme nous l'avons dit du FIPHFP, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle est excusée pour cause de maladie aujourd'hui. Je vais simplement voilà, prendre le relais pour présenter des choses très rapides que vous pouvez retrouver sur leur site. D'abord, les actualités. Donc, le dernier communiqué de presse donc, du FIP qui est paru le 29 août. Donc, vous avez le lien sur la diapo que vous recevrez dans un second temps, mais c'est accessible aussi sur le site du FIPHFP. Avec donc 2 points principaux dans ce communiqué de presse. La revalorisation de certaines aides depuis le 1er septembre 2022. En effet, afin de compenser l'inflation en France, de nombreux organismes, dont le FIPHFP, l'AGFIP pour le secteur privé, ont revu voilà, un petit peu leurs aides dans le sens d'une revalorisation, afin donc de prendre en compte cette inflation. Et puis, le communiqué de presse met en avant voilà, le déploiement d'un programme exceptionnel que le FIP souhaite mettre en œuvre afin d'accompagner les employeurs publics sur 4 axes prioritaires. Donc, il est cité l'accessibilité numérique. Effectivement, il est constaté qu'il y a un retard important sur la mise en accessibilité des sites et des applicatifs Internet. Et donc, le FIP s'engage dans une formation et une sensibilisation renforcée des acteurs, employeurs publics, agents utilisateurs, développeurs, de façon à rattraper ce retard. Un axe aussi qui est celui de l'évolution des carrières des travailleurs handicapés. Là aussi, c'est un constat. On se rend compte que les personnes en situation de handicap ont souvent peu d'opportunités d'évolution. On le voit que ce soit dans le public, mais également dans le privé, on va dire de manière un petit peu générale. Et donc, le FIP souhaite accompagner les employeurs publics avec la mise en place de programmes de coaching et de tutorat pour faciliter ces évolutions de carrière, avec également un volet de soutien de tout ce qui va être les volets formation initiale et continue en soutenant les universités, grandes écoles, etc. pour l'ouverture des enseignements aux personnes en situation de handicap. La notion donc aussi du télétravail, ça a été un petit peu cité tout à l'heure. Le télétravail s'est développé effectivement avec de manière un peu forcée avec ces épisodes Covid, confinement. Donc, à la fois, ça permet de mettre en place des aménagements, comme on a pu le voir tout à l'heure. À la fois, il y a un autre revers qui est celui de l'isolement des personnes qui sont en télétravail. Et du coup, dans ce sens-là, le FIP souhaite un petit peu travailler sur cette piste-là. Et afin d'éviter ces notions d'isolement, il souhaite mettre en place un
plan d'action pour accompagner les employeurs à mettre à disposition des postes de télétravail dans les tiers-lieux, dans des espaces de travail partagés, afin d'aller un petit peu à l'encontre du revers du télétravail qui peut être donc la notion d'isolement. Et puis un autre point qui est l'accompagnement des personnes ayant un handicap invisible. Là, il est cité dans cet axe de travail-là, les personnes avec un handicap psychique qui ne seront plus forcément dans la nécessité dans l'immédiat de faire un dossier pour avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qui pourront avoir accès sur simple prescription du médecin du travail, comme on l'a dit quand il y en a un, pour pouvoir faire par exemple un bilan de compétences ou avoir l'appui d'un job coach, comme il l'appelle. Donc, il y a voilà, un effort qui va être fait à ce niveau-là. Et puis également faire une étude sur l'accompagnement des agents souffrant de troubles de stress post-traumatique pour qu'ils aient un meilleur soutien. Et puis également d'augmenter les dispositifs d'emploi accompagnés, qui sont donc des emplois spécifiques pour des personnes en situation de handicap. Donc accompagnés, c'est un dispositif voilà, particulier, et notamment pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Pardon. Voilà un petit peu quels sont les axes qui sont détaillés dans ce communiqué de presse, mais auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, je fais simplement redire ce qui a déjà été donné comme information. Et puis, pour compléter, n'hésitez pas, il y a une question qui a eu lieu tout à l'heure, enfin qui a été notée dans le chat, où une personne demandait comment avoir accès au catalogue des aides et des d'intervention du FIPHFP. Donc, vous avez le lien là, c'est accessible sur le site du FIPHFP. On n'a pas souhaité vous détailler le catalogue puisqu'on est à plus d'une trentaine de mesures. Donc, ça aurait été un petit peu lourd pour vous et probablement pour nous aussi. Et le site est relativement bien fait pour pouvoir trouver les aides qui pourraient vous convenir par rapport aux situations en tant qu'employeur et par rapport à vos agents. Donc, il faut regarder ce catalogue que vous pouvez télécharger. Il y a un système de recherche aussi sur le site du FIP qui permet d'aller chercher une aide plus précise. Donc, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le FIPHFP fait un point régulier sur toutes leurs actions, mais aussi sur le catalogue. C'est-à-dire que là, il y a une revalorisation de certaines aides à partir du mois de septembre, mais parfois, à d'autres périodes de l'année, il y a des choses qui sont revues sur certaines aides. Et donc, à chaque fois, il y a des mises à jour régulières du catalogue d'intervention. Donc, je vous invite en tant qu'employeur à vous inscrire à la lettre d'information du FIPHFP que vous pouvez trouver donc sur leur site. Normalement, en bas de la page d'accueil, vous trouvez le petit onglet qui est présenté sur la slide devant vous, de façon à avoir régulièrement les informations d'évolution et des actualités du FIPHFP. Donc, je me doute que les lettres d'information, on s'y inscrit tous beaucoup pour différentes choses. Donc, ça peut parfois être lourd. Pour y être inscrite, je trouve que celle du FIP est assez bien faite puisqu'elle est assez succincte. On voit rapidement les évolutions. Certaines peuvent nous intéresser, d'autres pas forcément. Donc, c'est assez facile en termes de lecture et quand ça nous intéresse, il suffit après d'aller creuser sur le site avec le lien qu'on trouve dans leur newsletter. Voilà pour les informations qu'on pouvait transmettre concernant le FIPHFP en l'absence de Madame Guéry. Et je vais donc passer la parole pour terminer cette présentation à Hélène Racionero du PRITH. Merci à vous. Donc, nous allons vous adresser l'ensemble des informations d'aujourd'hui, donc le PowerPoint, également certains liens pour vous faciliter la documentation. Éventuellement, en réponse à ce mail documentaire, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu ou pas pensé à poser aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour agrémenter au fur et à mesure éventuellement une foire aux questions. Nous remercions l'ensemble des participants pour la mobilisation. Comme le disait Christelle tout à l'heure, nous regrettons vraiment les problèmes de connexion.
Nous avons fait ce que nous pouvions, mais c'est une histoire de pare-feu. Nous en sommes désolés. Donc, suite à l'envoi de la documentation, ben, revenez vers les interlocuteurs présents aujourd'hui dont vous avez les coordonnées. Nous vous remercions à nouveau tous ensemble et peut-être à bientôt pour d'autres thématiques. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Au revoir. Bon.